Depuis quelques années, le géant Uber chamboule l'industrie du transport collectif et collaboratif partout dans le monde. À Montréal, les répercussions sont importantes car l'industrie du taxi ici peine à compétitionner face à cette multinationale basée à San Francisco et Amsterdam. Grâce aux législations, elle se trouve en position de monopole dans son domaine. Dans ce quatrième épisode de Your Heroes, Eva Croix, ce Uber québécois, se dresse tel un David face à ce Goliath et nous embarque avec eux pour le véritable transport collectif. Je suis le cofondateur de Eva avec Raphaël Godreau. Je suis chef d'orchestre opérationnel. Qu'est-ce qui, toi et Raphaël, dans le fond, qu'est-ce qui vous a lancé un peu, qu'est-ce qui vous a donné l'idée de vous lancer dans cette aventure-là? Je veux dire, vous avez quoi, 22, 23 ans, vous avez mon âge, vous vous lancez dans le lancement d'une entreprise, d'une application qui pourrait révolutionner le transport collaboratif au Québec. On espère. Ouais, du monde même. Donc, qu'est-ce qui vous a donné l'étincelle? On n'avait rien à faire, puis non, c'est pas vrai. Non, je pense que... Je me bats, puis on pourrait faire ça, Mais... Yeah, no, I'm not sure. OK. En automne 2017, il y avait un débat qui faisait couler beaucoup de pixels et d'encre au Québec sur Uber, sur l'acceptabilité sociale de Uber. Et cette soirée-là, on s'écrivait, Raphaël et moi, puis finalement, on décide de se téléphoner. D'un côté, on concluait que la technologie était, somme toute, agréable à utiliser, mais que la méthodologie, elle était moins de Uber. Et quelques heures après, je décide de monter à Québec, rencontrer Raphaël, qui était étudiant à l'Université Laval en génie logiciel et moi, McGill en sciences politiques. On décide de se rencontrer, c'est là où Eva a démarré. On s'est dit, c'est sûr qu'il y a de la place pour un joueur qui est socialement acceptable. Et donc, c'est comme ça qu'on a réfléchi en faisant une étude de marché complexe, en analysant toutes les options possibles à la jonction entre la chaîne de blocs et le modèle coopératif. Il faut dire également que quand on a commencé, on ne voyait pas nécessairement toutes les complexités techniques. Au début, on se disait, on va développer la technologie, ça va nous prendre quelques mois, obtenir les permissions. Mais finalement, on a été surpris. On n'a pas dire autre chose. C'est quoi la différence avec Uber? Parce que, je veux dire, je peux le dire dans les débuts de Uber puis aussi d'Airbnb, dans tout le début de la grosse économie collaborative, de comment ça a commencé, j'ai quand même eu un gros hype là-dedans, puis je comprenais pas un peu les détracteurs de ces applications-là, c'est ça qui les bâchait d'une certaine manière, puis je veux dire, je trouvais tellement que c'était une belle innovation, mais en même temps, aujourd'hui, j'ai comme un peu une désillusion par rapport à ça et par les nombreux problèmes que ça occasionne. Donc, c'est ça. C'est quoi la différence, surtout avec Eva? Bien, d'abord, Eva, c'est quoi? Eva, c'est une application coopérative de covoiturage basée sur la chaîne de blocs. Donc, on s'assoit sur deux principes fondamentaux. D'abord, l'aspect coopératif qui assure une propriété partagée, une gestion démocratique de l'entreprise. Et ensuite, une technologie décentralisée basée sur la chaîne de blocs qui, elle, assure une sécurité, une anonymité des données personnelles individuelles. Et donc, le mélange de ces deux éléments-là nous distingue fondamentalement de Uber dans la mise en œuvre de notre service. Parce que le service reste le même. C'est un service qui connecte des gens qui désirent se déplacer et des gens qui désirent offrir un déplacement contre une rémunération. Le tout dans une perspective d'économie collaborative réelle. La distinction de ces deux éléments-là, donc de ces deux construits qui sont le coopératisme et la décentralisation, font en sorte que nous, notre produit est réellement un produit pour connecter les gens et non pas un produit qui agrégage les données, comme le font par exemple Uber et Airbnb et Facebook et Google et compagnie, ou n'est pas une application dans laquelle les membres, les utilisateurs perdent le contrôle. Les membres de l'écosystème d'Eva sont toujours en contrôle de ce qu'ils font, de comment ils interagissent avec l'écosystème et comment l'écosystème interagit avec eux. Uber et Airbnb sont les arbres qui cachent la forêt.
L'économie collaborative est propre à l'être humain, elle existe depuis des millénaires. L'économie collaborative elle a plusieurs atouts très positifs. D'abord, on partage la propriété. On devient un peu plus entrepreneur au niveau individuel. On optimise nos ressources, que ce soit notre talent, notre temps ou nos biens. Mais c'est sûr que quand c'est amené d'une manière agressive, quand c'est amené d'une manière centralisée, comme Uber et Airbnb, qui soutirent littéralement 25% des transactions et qui ont un contrôle complet sur les politiques de développement et ainsi de suite, je pense qu'on ne peut pas... Ça dénature en fait les fondements même de l'économie collaborative. Tu parlais du 25% qui revenait à Uber. C'est quoi, dans le fond, la ristourne qui revient pour Eva auprès des chauffeurs? D'abord, il y a une entité qui développe la technologie qui, elle, prend 1%. Ensuite, il y a un 4% de chacune des courses qui est redistribué à un trésor d'écosystème. Éventuellement, on va lancer un jeton, on va émettre un jeton cryptographique et les détenteurs de ces jetons-là vont se partager de manière périodique ce rendement-là de 4% de chaque course. Et la coopérative locale, l'entité locale, elle peut prendre de 0 à 10%. Encore là, c'est flexible, de chacune des courses pour les opérations de commercialisation et de gestion démocratique. Le conducteur, dans le cas de Montréal, Québec et Gatineau, lui, dans l'écosystème d'Eva, perçoit automatiquement 85% de la course. C'est un revenu substantiellement plus élevé qu'Uber de 10%. Ce n'est pas négligeable. Ouais. En lançant Eva, on ne pensait pas se lancer dans une conquête politique, légale, médiatique. En fait, au Québec et dans bien des juridictions ailleurs dans le monde, Uber est régulé de manière distincte en raison de sa nouveauté et de la mécompréhension du législateur envers ce nouveau phénomène-là de l'économie collaborative. Au Québec, Uber opère selon un arrêté ministériel d'un projet pilote. Ce pourquoi on a fait une demande en janvier 2018. Après plusieurs tentatives, des rencontres avec le cabinet, avec le président de l'Assemblée nationale, des députés de l'opposition, on n'avait ni de réponse positive, ni de réponse négative. On naviguait vraiment dans une espèce de néant juridique où on pouvait le lancer, mais on allait avoir des répercussions et ainsi de suite. On a entrepris des démarches avec différents partis de l'opposition. Il fallait qu'on trouve des alliés. Et pour ne pas faire de distinction selon le parti politique. On a approché autant Québec solidaire que la Coalition Avenir Québec que le Parti québécois. Tous trois avaient d'excellentes plateformes, notamment en mobilité. Revirement de situation en octobre, la Coalition Avenir Québec a remporté les élections générales du Québec avec une entrée majoritaire. Puis c'était vraiment un problème de nature politique parce que c'était pas un problème de nature administrative. Ça nous a pris 9 mois de janvier à septembre, on n'avait aucune réponse. 9 mois, c'est le temps de gestation pour une femme, c'est énorme. Et arrive la Coalition Avenir Québec, on lance une version bêta, en l'espace de 3 mois, on l'obtient. C'était au niveau du Parti libéral du Québec et de ses principes d'orientation. Nous, on trouvait ça très dommage que l'innovation sociale et technologique soit freinée à cause de mesures politiques. Au contraire, dans une société, surtout quand il s'agit de l'économie sociale et solidaire, on devrait pouvoir la soutenir, on devrait pouvoir l'encourager, non pas la bloquer. Encore aujourd'hui, certaines conditions sont excessivement difficiles à atteindre, qui font en sorte que c'est très complexe pour un petit joueur d'entrer dans le marché du covoiturage commercial. Excessivement complexe. L'État administratif au Québec est une calèche ankylosée qui refuse d'avancer. C'est vraiment complexe, c'est pas normal qu'on ait cette lourdeur administrative-là pour un projet qui est aussi simple et aussi petit que le nôtre. Ouais, l'industrie du taxi est un peu en crise ces temps-ci, disons, à Montréal et au Québec. Là. Je veux dire, on en parle un peu depuis le début, surtout avec la faillite récente de Théo Taxi puis d'Alexandre Taillefer. C'est quoi les leçons à en tirer un peu de cet échec-là d'une certaine révolution de l'industrie du taxi à Montréal? Nous, les leçons qu'on a tirées de ça, parce qu'on n'est vraiment pas dans le même contexte que Théo, mais d'abord, je pense que nous, on le fait à travers notre modèle coopératif, il faut écouter les acteurs sur le terrain. C'est ce que beaucoup reprochent des services de taxi à Théo Taxi, c'est d'être venu un peu dans une perspective hautaine, dire nous, on a la solution pour vous, vous devez intégrer notre écosystème parce que. Alors que nous, je pense
du moins on tente de le faire, c'est de dire, écoutez, on veut avoir les membres conducteurs, les membres passagers, tout devant leur voiture, on veut vous écouter. Vous devez avoir votre siège sur le conseil d'administration, vous devez avoir votre voix avec les procédures de gouvernance, les assemblées générales au sein de la coopérative. À la fin de l'année, s'il y a des excédents et qu'on décide d'en faire des ristournes, les gens peuvent se partager les ristournes. Donc, on prend vraiment les gens du terrain et on les met au cœur de la coopérative. C'est une application pour les membres. Dans la mobilité, il y a plusieurs alternatives. La combinaison de toutes ces alternatives-là, c'est ce qui fait la recette parfaite d'une mobilité saine, durable et équitable. Ce n'est pas un Théo-Taxi qui prend tout le marché. C'est encore centralisé. C'est très centralisé. C'est très centralisé. C'est une alternative québécoise, donc c'est malheureux que cela n'a pas connu le succès qui était présenté au début. Mais c'est sûr qu'il faut collaborer avec les services de taxi, il faut collaborer avec les gens du terrain. Ce sont les personnes les mieux placées pour connaître l'environnement. On a beau faire des millions de temps d'affaires, on a beau faire des études de marché, ultimement, ces gens-là qui le vivent sur une base quotidienne, ils le savent. En fait, on veut d'abord remplir nos indicateurs de succès de notre version bêta du lancement de l'application commerciale à Montréal, éventuellement à Québec, à Gatineau. De voir la réactivité de notre technologie face au marché. De voir également comment notre modèle de gestion démocratique s'opère avec les différentes problématiques qu'on va rencontrer. Donc, c'est vraiment d'évaluer sincèrement et concrètement le tout. Ensuite, c'est sûr qu'on a des objectifs de développement, tant au niveau technologique qu'au niveau du marché. On aimerait aller dans d'autres villes, je dirais l'Ontario avec Ottawa, Toronto, le Colombie-Britannique avec Victoria et Vancouver, qu'on a obtenu en janvier dernier là, officiellement l'autorisation pour pouvoir opérer. On finalise quelques détails administratifs, on est en début février et on prévoit lancer là, dans les prochaines semaines si on parvient à tout régler ces dossiers-là qui ne sont pas de notre contrôle, bien entendu. On va commencer d'abord par Montréal, mais ensuite, c'est sûr qu'on regarde Québec et Gatineau. Et nous, on pense également que les régions ont un potentiel incroyable. C'est faux d'admettre que les régions là, sont dépendantes du véhicule individuel, alors qu'on voit qu'il y a une pénurie de services de mobilité dans plusieurs villes, Drummondville, Granby, en communication avec différentes mairies pour justement amener cet enjeu-là, cette solution-là, qui est une solution coopérative, locale. On a approché des communautés de Bujumbura, du Burundi, du Cameroun. On regarde une communauté également EVA qui va se développer en Nouvelle-Zélande, à Auckland. Donc, c'est sûr qu'on veut développer le tout également rapidement, mais bien. Et on veut vraiment optimiser pour avoir une expérience d'utilisation pour les membres qui soit supérieure à ce qu'il y a sur le marché. On mise vraiment sur notre application, sa simplicité. Voilà, c'est nos objectifs et toujours en gardant le plaisir à faire ce qu'on fait. Je pense que c'est important pour l'équipe de garder la motivation, les valeurs qui nous habitent, les valeurs de liberté, de vie, de localisation, de décentralisation. Bien, merci beaucoup, Darnan. Merci. C'était un plaisir. Bon voyage. Merci. Puis bon voyage pour vous aussi dans cette aventure. Oui, merci. C'est une drôle d'aventure, mais également on fait des belles rencontres, de toutes sortes d'initiatives.